Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me voilà aujourd'hui devant vous virtuellement. Oui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les cours qui vont suivre, hein, parce que au vu des mesures de confinement, nous n'avons plus la possibilité de sortir et de se voir à la fac. Donc imaginez-vous dans l'amphi, même si c'est difficile. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. J'espère aussi que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes en bonne santé et que ce confinement n'est pas trop inconfortable pour vous. Voilà, prenez le temps de ralentir aussi le rythme, n'hésitez pas. Alors, pour ce cours, hein, je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas vous faire un séminaire qui va durer 2 heures. J'ai travaillé aujourd'hui un auteur, j'ai beaucoup lu un auteur qui s'appelle Erving Goffman, et j'ai trouvé que c'était vraiment la continuité logique avec le cours sur Françoise Héritier que je vous avais dispensé et ben, en fait, le 4 mars. Ça fait déjà un petit temps. Alors, vous vous rappelez peut-être, je n'avais pas pu terminer ce cours. Et donc, je vais en quelques minutes, là, le boucler avant de passer à Erving Goffman, ce sociologue canadien qui a travaillé à l'université de Chicago. Alors, oui, je vous disais alors Françoise Héritier, dans son 2e tome, elle essaye de trouver des techniques, des solutions pour comment dissoudre la hiérarchie. Hein. Vous vous rappelez que Françoise Héritier cherche à comprendre comment s'est effectuée la construction de la différence des sexes et cette différence qui a créé une hiérarchie, et comment la dissoudre. Pour elle, vraiment, les mesures les plus efficaces sont en fait les mesures juridiques. La jurisprudence est à ses yeux peut-être la plus grande avancée pour changer vraiment le destin des femmes, pour rééquilibrer les rapports. Et dans cette jurisprudence, il y a déjà, on en avait un peu parlé, hein, le droit à la contraception, parce que la contraception, c'est quand même le droit pour les femmes de se réapproprier son corps, de se réapproprier le corps. Et donc, à partir du moment où les femmes disposent à nouveau de leur corps, eh ben, les hommes, eux, n'ont plus le contrôle de celui-ci. Hein, qui était voilà, c'est la cessation d'une mainmise sur la sexualité et la fécondité des femmes, qui était un immense moteur d'oppression. Donc voilà, la contraception fait avancer des nouveaux rapports dans les catégories du masculin et du féminin. Il y a aussi pour elle, je ne vais pas vous parler de toutes les mesures, mais d'une autre mesure qui est à ses yeux très important, et qui est le congé paternité, hein, qui existe depuis 2001, mais qui commence tout juste à prendre un peu de la valeur. Hein. On voit aujourd'hui que beaucoup de parents et de pères revendiquent ce droit à la paternité, mais qui pendant longtemps avait fait l'objet d'une aberration, hein, surtout du point de vue du patronat. En fait, qu'est-ce que nous dit Françoise Héritier? C'est que pour rendre le monde plus juste et égalitaire, il faut accorder aux hommes les droits reconnus aux femmes, plutôt que d'essayer par la discrimination positive d'accorder à certaines élues femmes l'accès à un monde exclusivement masculin. Donc c'est en mêlant les hommes aux pratiques des femmes que le monde peut être plus juste, plutôt que de mêler les femmes aux pratiques d'hommes. Voilà. Et pour elle, l'abolition de la hiérarchie ne peut se faire qu'en commençant l'égalité des sexes dans le domaine des états de paternité et de maternité.
puisque pour elle, la paternité se choisit autant que la maternité, et que l'asymétrie des corps ne peut justifier une asymétrie absolue des responsabilités et des engagements. Bon, voilà, je vais finir tout ce que nous avons vu sur Françoise Héritier sur la fin de son texte, dans Homme, femme, la construction de la différence. Je vous rappelle que c'était un colloque organisé en 2004 à la Cité des sciences et de l'industrie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit à la fin? Et je trouve que c'est très fort, sur la construction d'un autre modèle. C'est un article. Dans son intervention, elle nous dit à la fin: ainsi, ce ne sont pas seulement l'action politique ni la raison objective qui sortiront l'humanité de la vision hiérarchique du rapport des sexes dans laquelle elle est plongée et qui est si confortable pour une moitié au moins de l'humanité. C'est l'action sur nous-mêmes. Et ce n'est pas là le moins difficile. On se permettra de penser que cette action, parce qu'elle est intellectuellement pensable et émotionnellement concevable, deviendra en pratique faisable. Voilà. Merci de votre attention pour la clôture de cette partie sur le masculin et le féminin de Françoise Héritier. Maintenant, passons à Erving Goffman. Alors, pour la suite du PowerPoint, je vous l'enverrai sur Jalon, puisque j'ai des petits soucis avec Moodle. Donc, je vous l'enverrai soit sur Facebook, soit sur Jalon, soit sur les deux. Donc, vous inquiétez pas, les slides vont suivre par la suite. Bon, alors Erving Goffman, c'est un sociologue qui est né en 1922 au Canada. Et il fait ses études à l'Université de Chicago. L'Université de Chicago est vraiment très reconnue à cette période pour la sociologie. Encore aujourd'hui, c'est vraiment un lieu très, très fructueux pour les connaissances et le savoir, la production de connaissances en sociologie. Et Goffman fait ses études à l'Université de Chicago, qui prend déjà un peu de l'ampleur à cette époque. Il va travailler notamment avec un psychologue social qui s'appelle George Herbert Mead et qui lui invente le terme d'interactionnisme symbolique. Et Goffman va s'emparer, va reprendre en fait ce concept un peu plus tard. Alors qu'est-ce que c'est l'interactionnisme symbolique, ou plutôt l'interaction symbolique ? C'est tout simplement tout ce qui compose nos interactions, à savoir la communication verbale, mais aussi la communication non verbale, entre donc les individus humains, mais aussi non humains, les animaux, par exemple. Et cette interaction symbolique, ce système de communication, va, pour Goffman, déterminer le sens que ces derniers, donc les individus, accordent au monde et à leur propre état mentaux. Goffman, juste une parenthèse, va faire sa thèse sur les îles Shetland, au nord de l'Écosse. Il veut y observer la vie locale et en fait, il va se faire passer pour un étudiant curieux de mieux connaître les politiques agricoles, mais en réalité, il va collecter les données pour sa thèse de doctorat. Bon, soit dit en passant, en fait, ce qui nous reste essentiellement de Goffman, ce sont ses livres sur les rites d'interaction. Alors là, j'en ai quelques-uns, je vous les montre peut-être. Donc c'est par exemple celui-ci, Les rites d'interaction, Erving Goffman. Je vous invite à les lire. La mise en scène de la vie quotidienne aussi, ça c'est vraiment, on peut dire, c'est chef-d'œuvre. Alors, pourquoi c'est une révolution un peu dans la sociologie, ce travail sur les rites d'interaction? C'est qu'en fait, c'est un travail de micro-sociologie, puisque dans ces livres, que nous dit Goffman, il y analyse tous les micro-scènes de la vie quotidienne, et surtout au niveau de la rencontre.
qu'est-ce qui se passe lors de la rencontre entre deux individus. Il analyse en détail la manière de se saluer, les règles de politesse, cette idée de faire bonne figure, de garder la face, tous ces petits comportements interpersonnels. Il y a tout un chapitre, par exemple, dans les rites d'interaction, sur comment on demande du feu. Cela paraît anodin, mais pour Goffman, c'est très important de relever et très structurant de connaître mieux qu'est-ce que cela fait quand deux individus se présentent en face de l'autre. Qu'est-ce qui s'y passe ? Puisque pour lui, le social s'infiltre jusque dans les plus infimes actions de tous les jours. Les gestes en particulier sont redevables d'une analyse sociologique, au même titre que ce qui se fait beaucoup à son époque et qui continue à se faire, c'est-à-dire les institutions ou les faits sociaux, les faits de société. Non, pour lui, les gestes sont aussi importants que tout ce qui se passe, par exemple, dans une institution. Alors bon, l'institution l'intéresse aussi, parce que Goffman s'est énormément intéressé à l'hôpital psychiatrique, notamment dans son œuvre qui s'appelle Asile au pluriel, où il considère que l'hôpital psychiatrique détruit l'identité des reclus. Alors j'ai hésité évidemment à étudier avec vous l'œuvre Asile, puisque vous êtes en psychologie et que l'hôpital psychiatrique peut vous intéresser. Mais j'ai trouvé dans Stigmate, alors Stigmate, c'est le livre qu'on va étudier aujourd'hui, c'est celui-ci. Stigmate, les usages sociaux des handicaps. J'ai trouvé dans cette œuvre une sorte de synthèse qui à la fois réunit les rites d'interaction, mais aussi les identités hors normes. Stigmate prolonge les analyses aussi que l'on avait vues sur les stéréotypes masculins et féminins de Françoise Héritier. Là, ce ne sont pas des stéréotypes sur le genre, mais bel et bien des stéréotypes sur les stigmates, puisque Goffman définit comme stigmatisé l'individu qui présente un attribut qui va le disqualifier lors de ses interactions avec autrui. Cet attribut, qui jette le discrédit, consiste en un écart par rapport aux attentes normatives des autres à propos de son identité. Il est déterminé par le rapport entre l'attribut et le stéréotype que nous en avons, en particulier dans le rapport à l'identité.